Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ma plainte a été classée sans suite du fait de la prescription. Il n'y a rien de pire pour une victime d'avoir subi l'acte et que quand elle a le courage de parler, quand elle arrive à libérer la parole, que l'institution lui dise « Monsieur, madame, c'est trop tard, vous avez dépassé le délai de prescription ». L'imprescriptibilité, elle n'est pas possible dans notre droit parce qu'aujourd'hui, seuls sont imprescriptibles dans notre droit pénal les crimes contre l'humanité. Les victimes de pédocriminalité et d'inceste mettent un nombre infini d'années à parler et on doit pouvoir protéger, garantir le fait que ces victimes aient un accès à la justice. Cette double peine pour les victimes, je pense qu'il est temps qu'on la supprime. Dans tous les pays du monde, vous voyez ces choses-là évoluer. Alors pourquoi chez nous ça évoluerait pas ? Et le sénateur Renaissance Xavier Iacovelli a déposé une proposition de loi pour supprimer les délais de prescription en cas de violence sexuelle contre mineurs. Actuellement, un mineur peut porter plainte jusqu'à 10, voire 20 ans après sa majorité en fonction de l'âge qu'il avait au moment des faits, Philippe. Oui, un message important pour les victimes que le sénateur de la majorité présidentielle défend en affirmant qu'en Suisse, aux Pays-Bas ou encore au Danemark, la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs a déjà été supprimée. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit comme les crimes contre l'humanité, imprescriptible ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut rester au status quo ou même peut-être être plus court ? Étant donné que la parole se libère parfois très tard, peut-on juger quelqu'un 30 ou 40 ans après ? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance à l'origine de cette proposition de loi. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Et si vous permettez, comme d'habitude, on fait ce tour de table avec Philippe Bilger. Philippe, justement, sur cette prescription, levée de prescription pour ces en tout cas ces viols sur mineurs. D'abord, évidemment, le sujet est sérieux, voire tragique. Et il n'est pas un citoyen qui ne soit pas indigné par ces violences lorsqu'elles sont établies. Deuxième élément, j'ai cru comprendre, et je crois que le sénateur sur ce plan va nous le confirmer, qu'il ne s'agit en aucun cas d'édicter une imprescriptibilité qui est vouée simplement au crime contre l'humanité, et il est hors de question de banaliser ceci. Mais si je comprends bien, le sénateur qu'on va entendre dans quelques instants dit qu'il faudrait faire partir la prescription à partir du moment où le mineur, ou lorsqu'il sera devenu majeur, aura le courage de dénoncer les faits dont il est victime, et à partir de là, la prescription habituelle pourra jouer. Si c'est cela qui est prévu par le sénateur, je trouve que c'est une très bonne idée, parce qu'on ne risque pas la contagion pour d'autres infractions. Oui. Françoise Degois. Moi, je salue la proposition du sénateur. Je suis exactement comme Philippe Bilger, mais c'est facile parce que c'est quand même un peu ma Bible en ce qui concerne le droit, même si parfois on n'est pas d'accord. Mais je me range toujours. La question de l'imprescriptibilité, je crois qu'il faut vraiment la laisser au crime contre l'humanité. On ne peut pas mettre de signes égaux entre les choses. Mais je crois quand même que c'est une bonne façon d'avancer, par respect pour les victimes, de dire voilà, ne pas subir la double peine, c'est-à-dire non seulement avoir subi le sévice sexuel et en plus de ça être face à ce mur qu'on appelle l'imprescriptibilité. Moi, je suis assez favorable à cela, vraiment. Max Bodini, qui a été avocat. Oui, bon, bien longtemps. Mais c'est un crime contre l'innocence. Hein, il est écrit dans la Bible, venez à moi les petits enfants, et les enfants sont sacrés. Maintenant, il faut faire attention, c'est la preuve. La preuve, l'Église catholique a payé son tribut, même si ça ne concerne que 1% des prêtres, mais parfois il y a des erreurs. Le cardinal Pell, qui a été incarcéré, qui était un des proches du pape François et qui était l'ancien archevêque de Sydney en Australie, était incarcéré 1 an pour être finalement à la fin complètement lavé de ces accusations. Donc il faut être certain de la preuve, mais sinon bien sûr je suis tout à fait d'accord avec Françoise et Philippe sur ce point. Ouais, non, mais Philippe, je suis ravi. Non, si vous permettez, pardon, excusez-moi. Oui, je m'appelle Max. Il y a une sorte donc il y a un consensus. On est tous d'accord, mais il ne faut pas oublier la preuve. Non, mais Max, il a raison sur la preuve. C'est important. Sénateur, aujourd'hui, donc effectivement, quand vous entendez la réaction suite à ce qui a été dit, rappelez-nous, pour ceux qui nous écoutent, finalement, ce que vous proposez réellement.
Alors, bonjour à tous. Déjà, je vais vous rappeler ce qu'est le droit actuel, ce qui pourra nous permettre de comparer. Aujourd'hui, et depuis que le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a le délai de prescription pour les crimes, donc les viols sur enfants, qui est à 30 ans à partir de la majorité de la victime. D'accord ? Donc c'est 30 ans. Sur les agressions, c'est entre 10 et 20 ans à partir du moment de la majorité, selon l'âge où les actes ont été commis. Et donc moi, ce que je propose dans cette proposition de loi, il y a 2 volets. Il y a la partie imprescriptibilité sur les crimes et délits sur mineurs, c'est-à-dire que nous n'attendons pas le couperet de l'âge des 30 ans à partir de 18 ans, c'est-à-dire 48 ans. La proposition est de faire en sorte que ces actes soient condamnables et en tout cas qu'on prenne en compte la parole de la victime, quel que soit l'âge et quel que soit le moment où la victime trouve le courage et accepte de parler et d'avouer qu'il a, lui ou qu'elle a été victime. Parce que, encore une fois, on en parlait de la double peine, Françoise l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment exactement ça, la double peine. Il y a l'acte en lui-même, qui est déjà une atrocité, et en plus, quand l'institution, la justice, quand la République est là pour normalement protéger les victimes, dit, écoutez, je suis désolé, mais les faits sont prescrits. Et pour reprendre, tout à l'heure, vous preniez un exemple sur l'Église, je me rappelle très bien la phrase de Monseigneur Barbarin qui disait « Dieu merci, les faits sont prescrits ». Ça, justement, je pense qu'il faut sortir de cela et faire en sorte que, quel que soit le moment où la victime décide de parler et a le courage de parler, il faut qu'on puisse l'entendre, il faut qu'on puisse la considérer comme victime. Et c'est pour ça que dans ma proposition de loi, j'ouvre aussi, dans le cadre du débat parlementaire, une porte à ce qu'il y ait aussi la prise en compte et le suivi médical remboursé à 100% par la sécurité sociale, au même titre que les maladies infectieuses, et qu'on puisse prendre en charge en fait ce suivi médical et psychologique pour les victimes. On va dire, sénateur. Vous avez été victime et l'affaire a été classée à cause de la prescription. Venez témoigner au 0826 300 300. Max. Monsieur le sénateur, simplement, je précise que le cardinal Barbarin n'a jamais été condamné pour pédophilie. C'est clair. C'est clair. Non, mais je le précise tel que vous l'avez dit. Non, mais c'est important. Vous avez raison de préciser, pardon. Vous avez raison de préciser parce qu'un des deuxièmes points de cette proposition de loi, et vous avez raison parce que j'en ai pas parlé, c'est la question de la non-dénonciation. Oui. Et aujourd'hui, la non-dénonciation, s'il y a 4 ans de prescription, 4 ans, c'est-à-dire ridicule. Et donc en fait, moi dans la proposition de loi que je fais, c'est que la prescription soit alignée avec le droit actuel, c'est-à-dire 20 ans de prescription pour la non-dénonciation d'un acte de violence sexuelle sur mineur. Philippe Bilger. Et là, effectivement, dans le cadre du Monseigneur Barbarin, ça correspondrait effectivement avec cela, mais lui-même n'était pas mis en cause pour des actes de violence sur mineur. Merci, Philippe Bilger. Monsieur le sénateur, merci pour vos explications. Je n'avais pas bien compris la teneur de votre proposition de loi. J'avoue que je suis un peu gêné maintenant que vous vous êtes expliqué, parce que d'abord, en ce qui me concerne, je considère que la prescription est un élément fondamental de l'état de droit et qu'il ne s'agit pas, en quelque sorte, même subtilement, de la mettre en cause parce qu'elle interdirait des poursuites dans d'autres cas. Deuxième élément, je suis gêné tout de même parce que si j'ai bien saisi votre propos, vous souhaitez pour ces crimes et délits une imprescriptibilité, alors que là, je considère que, très modestement, c'est une erreur de ne pas la réserver aux crimes contre l'humanité. À force de vouloir, avec bonne conscience, ériger de nouvelles règles, j'ai l'impression qu'on détruit un socle fondamental qui est le crime contre l'humanité et l'imprescriptibilité pour lui seul. C'est une question, hein, monsieur le sénateur. Non, mais je comprends, et vous avez raison de le soulever, parce que c'est le cas, c'est la position aujourd'hui de la chancellerie et d'une grande partie des avocats. Et donc, j'entends ces réserves qui ne sont effectivement pas les miennes. Et moi, je pense au contraire que quand on s'attaque à un enfant
quand on viole un enfant et quand on a des violences sexuelles sur des enfants, c'est la République qu'on attaque dans son ensemble et qu'à ce titre, on doit pouvoir reconnaître la victime et on doit pouvoir avoir un jugement. La question ensuite de la preuve, puisqu'on en a parlé dans la première partie, il y a effectivement un problème même de preuve. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 4% des viols sur personnes mineures qui font l'objet de plaintes, 4% uniquement. Et d'après le ministère de la Justice, on a à peu près 73% de ces plaintes qui sont classées sans suite et 0,4% seulement qui aboutissent aux assises. Donc on voit bien que la question n'est pas seulement juridique, elle n'est pas seulement pénale, elle n'est pas seulement une réponse judiciaire à ces questions de violence. C'est fondamentalement... Il va falloir. Il y a un groupe d'experts de la Convention d'Istanbul en 2011 qui disait qu'il y a une culture du viol et qu'il faut aujourd'hui pouvoir y répondre, non seulement sur la question comment vous dire, de la réponse pénale, et donc envoyer un signe aux victimes que l'État sera toujours là à leur côté pour les écouter et pour faire en sorte que leur statut de victime soit reconnu en tant que tel, mais évidemment, mais que vous soyez à 10 ans, 20 ans, 30 ans après les faits, ou même 40, 50 ou 60 ans après les faits, la question de la preuve sera toujours la même. Et il y aura toujours ce risque de classement sans suite et ce risque, effectivement, d'absence de preuve. Mais le fait d'avoir ce couperet de la durée est une violence qu'aujourd'hui l'État peut enlever. Et encore une fois, ce n'est pas anticonstitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel a déjà émis un avis sur le sujet, comme quoi nous pouvions retirer la question de la prescription sur les violences faites aux enfants. Une réaction de François Gibault. Moi, je suis vraiment contre le caractère imprescriptible. Je pense que tout ne se vaut pas, et je pense que la justice est faite de nuances, et que justement, la démocratie est basée sur une justice faite de nuances. La prescription, ça n'est pas quelque chose... Alors, on peut dire... après, je caricature. Je suis pour la peine de mort, je suis contre la peine de mort, sauf pour les crimes d'enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces idées d'exception. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans? Mais ancrer le caractère imprescriptible me dérange profondément entre le crime contre l'humanité, qui est parfaitement défini, qui n'a rien à voir avec les crimes de guerre, etc., et les violences. Je pense qu'on peut augmenter le caractère, la prescription, mais ne pas tomber dans l'imprescription. Max Guazzini. Monsieur le sénateur, est-ce que je peux vous poser une question? Que pensez-vous, dans ces conditions, des mariages avec des mineurs dans certaines cultures, des jeunes filles mariées à 9 ans, par exemple? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça rentre ça existe pas en France. Ça n'existe pas en France jusqu'à preuve du contraire. Et moi, je me permets de vous répondre sur le fait que moi, je fais la loi en France. En tout cas, je vote la loi en France et je propose des lois en France. Et je ne me permets pas de juger, même si à titre personnel, j'y suis opposé, mais les coutumes et les lois d'autres pays. Chaque pays vote et est souverain sur ses lois. On est bien en France, jusqu'à preuve du contraire, les mariages forcés et les mariages de mineurs ne sont pas acceptés. Ils ne sont pas acceptés, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Non, mais en tout cas, ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas officialisés. Ils sont condamnables. 0826 300 300, Laurence est avec nous. Laurence, bienvenue de nouveau sur Sud Radio, vous vouliez témoigner? Oui, je voudrais témoigner parce que je remercie d'abord le sénateur de s'intéresser à cette question-là, mais se poser la question de la prescription ou de la non-prescription de ces crimes-là, c'est déjà un constat d'échec. C'est le constat de l'échec de ne pas avoir su accueillir la parole de l'enfant avant. Et la mandature actuelle, comme toutes celles depuis à peu près Nicolas Sarkozy, contribue à supprimer les espaces de libération de la parole de l'enfant. Lorsque l'on supprime les réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté, ce sont des cercles en nombre réduit qui accueillaient les paroles des enfants. Actuellement, nous manquons il y a des milliers de postes de médecins scolaires non pourvus, de psychologues scolaires. Il y a un turnover énorme sur les postes. Donc l'espace pour accueillir la parole de l'enfant n'existe pas. Ça explique les délais aussi. De plus, lorsqu'on sent un mal-être, moi qui suis enseignante chez un enfant, on ne peut lui offrir un espace de parole qu'en présence du parent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire la psychologue scolaire va discuter avec lui. Donc, à partir de là, dès l'instant où on considère qu'on est encore comme au bon vieux temps de l'Empire romain, on a droit de vie et de mort sur un enfant, où l'on considère qu'un enfant n'est pas un individu à part entière qui peut être entendu et écouté, on va vers des drames et des enfants qui garderont pour eux bien des choses. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, les violences sexuelles, ce n'est pas que les viols d'enfants, c'est aussi ces petits
petits-enfants qui sont aux côtés de leurs grands frères ados en train de regarder des pornos. Et ça, s'il n'y a pas d'espace de parole pour accueillir la parole de l'enfant dans les écoles, et je le redis, ne me parlez pas de cet écran de fumée qui est la lutte contre le harcèlement à l'école, qui a consisté à faire simplement une note de procédure pour s'assurer d'avoir un lampiste qui ne l'aurait pas lu au niveau des enseignants. Il n'y a pas d'espace de parole, et le problème est aussi là. C'est intéressant. Hein. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que bravo, c'est très très bien. Monsieur le sénateur, peut-être une petite réaction à ce qui vient d'être dit de la Laurence qui est enseignante. Mise en place effectivement de soutien psychologique des enfants pour libérer cette parole. Voilà, au-delà du soutien psychologique, effectivement, il y a la libération de la parole, et c'est vrai que l'école est le premier lieu des signalements des violences intrafamiliales, des premier lieu aussi de signalement de tout ce qui est harcèlement et a fortiori le harcèlement scolaire. Alors sur la partie harcèlement scolaire, effectivement, même si, et je suis d'accord avec vous, madame, qu'il y a encore beaucoup à faire, mais le programme phare qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer précédemment, où aujourd'hui 60% des écoles rentrent dans ce programme phare, a permis effectivement à la fois de former des jeunes ambassadeurs sur ces questions-là, de sensibiliser et de former le corps enseignant et le corps périscolaire pour nous permettre d'avoir cette détection des signaux faibles sur le harcèlement et de libérer la parole. Il y a aussi d'autres associations, et le tissu associatif est énorme, et heureusement qu'il y a aussi ce tissu associatif sur lequel les pouvoirs publics peuvent s'appuyer, qui permet effectivement cette libération de la parole. Moi, à titre personnel, je suis contre la multiplication des numéros verts. On a un numéro vert pour l'enfance, on a un numéro vert pour le cyberharcèlement, un numéro vert pour le harcèlement scolaire. On a une multiplication des numéros verts qui, à mon sens, perdent en efficacité à partir du moment où on multiplie les numéros. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, sur la question des violences intrafamiliales, il y a effectivement beaucoup qui a été fait, mais notamment sur la question de la formation de ceux qui recueillent la parole. Bien sûr. On parle sur la question des enfants, mais on pourrait aussi faire le parallèle avec les violences faites aux femmes, où il y avait un vrai problème de recueil de la parole, et notamment des forces de l'ordre. Ça, c'est ce qui a été engagé aussi lors du quinquennat précédent, sur la formation de plus de 100 000 policiers et gendarmes qui sont maintenant automatiquement formés dans la formation initiale, justement sur le recueil de la parole et la prise en compte de la parole des femmes, et donc, a fortiori, la parole aussi des enfants. Il y a des salles Amélie aussi qui se développent petit à petit dans les commissariats pour avoir un environnement, on va dire... plus serein, plus serein pour recueillir la parole des enfants. Merci. Et tout ça, effectivement, c'est un travail sur le long cours. On aimerait aller beaucoup plus vite. Moi, par exemple, je me base sur un sujet. Aujourd'hui, on forme à peu près 50 000 jeunes au BAFA chaque année pour encadrer les centres scolaires, le périscolaire de nos enfants. 50 000. Dans cette formation initiale pour le BAFA, il n'y a pas la détection, il n'y a pas la sensibilisation au harcèlement, il n'y a pas la sensibilisation à la question des violences intrafamiliales. Et vous avez raison, il faut l'inclure. Ça nous permettrait d'avoir 50 000 ambassadeurs formés chaque année pour la détection de ce fléau qui est le harcèlement ou les violences intrafamiliales. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur Xavier Iacovelli, à l'origine de cette proposition de loi justement sur la levée de la prescription pour les viols d'enfants. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la suite de notre émission, avec un moment donné le qui c'est qui l'a dit. Voilà, qui c'est qui l'a dit. En tout cas, c'est le quiz de l'actu dans un instant. À tout de suite.